le sens commun, généralement, on imagine évidemment que la main accomplit le travail que lui demande l'esprit. L'esprit dit à la main, va à droite, va à gauche, soulève ceci, déplace ceci, etc. Et moi j'ai constaté dans mes visites d'atelier, dans mes visites des manufactures, notamment où les artistes sont invités, j'ai constaté au contraire une autonomie, une indépendance de la main. Et il me semblait intéressant d'essayer de montrer en quoi on pouvait regarder ces œuvres au travers de cette lecture qui est bien sûr toujours basée sur un concept, toujours basée sur une idée, toujours basée sur une volonté d'expression de l'artiste, qu'elle soit littéraire, conceptuelle, etc. Mais ce qu'on voit, je trouve, dans ces œuvres, c'est aussi la manière dont la main a cette liberté dans la matière, dans sa relation avec la matière, dans sa relation avec les formes, avec les textures, avec les matériaux. Et je trouve que c'est un angle d'approche de l'exposition qui est assez intéressant. Et donc, Les mains sans sommeil, ce titre, pour moi, venait prendre en charge, venait donner un peu une idée, venait un peu circonscrire cette idée d'une main libre et qui serait comme détachée du corps, dans une forme vraiment de chorégraphie avec la matière. Donc, dans ma recherche, je travaille plutôt avec les actions, l'éphémère. Je m'intéresse beaucoup à la mémoire et ce qui est en train de disparaître. Il y a toujours une question avec le langage, de trouver des décalages de langage avec un peu d'humour, souvent avec un peu d'humour, des propositions un peu absurdes, mais d'épuiser une action, de mener une action jusqu'à l'épuisement. Comme c'est le cas par exemple pour le travail à Puy-Forcat avec la cuillère qui est étirée jusqu'à presque l'épuisement de l'action, de l'espace, de la matière. Pour moi, c'était complètement neuf de travailler avec l'argent, donc vraiment de la matière. Peut-être la matière, ça s'approche plus à la pratique de la sculpture. C'est que ce n'est pas le sujet central de mon travail, ce n'est pas forcément le sujet central, mais ce qui m'intéressait vraiment beaucoup dans ce travail à l'orfèvrerie, c'était le fait que l'artisanat et les actions, le geste de l'artisanat sont en train de se perdre et de se modifier. Donc je savais qu'à l'atelier Puy-Forcat, il y a des techniques qui ne sont plus visibles ailleurs ou dont il y a une personne qui les exécute encore, mais après il n'y a pas de succession. Donc c'est quelque chose qu'on aperçoit aussi par rapport à l'artisanat au Brésil, en plusieurs parties du monde. Et là, ça rejoint ma recherche autour de la disparition, de la mémoire. Voilà, donc c'était très spécial de pouvoir rentrer dans cet atelier, prendre connaissance de cette pratique, apprendre parce que moi j'étais là en tant qu'apprentice au départ, vraiment avec les artisans qui m'accompagnaient et me montraient comment chaque étape de travail était réalisée. Donc c'était aussi très important pour moi d'incorporer ces langages qui étaient complètement neufs pour moi, d'essayer d'apprendre les codes, les gestes, les rythmes. Voilà, donc j'ai appris cette matière pour l'interpréter d'une façon aussi gestuelle, du côté du langage, du côté du son. Voilà. I consider myself more of a maker than I think the term artist is used so broadly and vaguely or designer, but I would conclude I'm a maker, and specifically a glass maker. And I kind of, conclude myself with the three ways of utilitarian wares. So functional objects, from whiskey sets and wine glasses and vases and lights and votives and bowls and things of that nature, to sculptural objects, or decorative objects. I think that's kind of a broad line in between sculptural objects and design objects, but basically somewhere in that decorative motif. And then thirdly, I would say kind of like conceptual attempts in the material,
and everything that I do is concerned with the material. I don't know if the idea of being a materialist or whatnot, but if I use another material besides glass, it's usually for the display purposes, or to help the content or the context be enriched by the material of glass. I'd say that's kind of my the focus or the gist of the practice. I've always been around glass objects. My mother and grandmother had collected, whether it was like Baccarat, Lalique, and Swarovski back in the day. And so, you know, I've still like always kind of that grouping of objects, but, you know, trying to curate them so they have a reason. You know, like the 9 pots definitely has the reason. The colors on there, as far as the prisms have a reason, then granted the spheres are kind of, you know, try to curate it by size, but also making sure that really and it was something that at the factory and different kind of advisors at the factory and glass, Patrick New and Ann Loam kind of advised, well, you can put a few more, but really I only intended it having 4, being the 3, equinox, solstice, and winter solstice, and then having the one that kind of had all 3. So, you know, glass has its tropes of display, and I think that's been my biggest fight, is trying to figure out how to, you know, win, because on a day-to-day basis, I'm just like a hired gun. I just make things for other people, and I don't get to make things a lot for myself. And so when I do, I like to try to make it really considered, and you know, that's my attempt at it, is to try to make it considered as to why glass, and then how it relates to me, and hopefully can relate to other people. You know, other people can find why it's out there in existence. Mon travail en sculpture, enfin, j'ai toujours travaillé en sculpture avec des formes géométriques simples. Mon vocabulaire est celui-là. Et donc, je me suis très vite intéressée à perturber, à déranger la géométrie, en la déformant, en travaillant sur le reflet, le platine, et toujours en travaillant moi-même, en ayant mon corps projeté dans la sculpture, et utilisant mon corps comme un outil à déformer la géométrie et à venir la tordre, la perturber. Donc ça, c'est vraiment c'est quelque chose qu'on retrouve à travers tout le travail, que ce soit plus dans la part graphique que dans la part sculpturale. Donc dans la part graphique, ça va être choisir des supports, des papiers qui permettent que les gestes viennent perturber le support. Donc la feuille va être déformée, va se tordre. Et dans la sculpture, ça peut varier en fonction de toutes les techniques. Donc pour moi, ce qui est très très important, c'est la présence de mon corps qui fait les choses, et donc qui va être dans une humeur, dans un moment, et donc ce corps qui sculpte va produire des choses qui ne sont pas régulières, qui vont être tordues, qui sont finalement comme nous sommes tordus, je pense. Et donc, par exemple, un vœu, si je pouvais exprimer un vœu, un désir, mais que j'essaye tous les jours, auquel tous les jours je pense et que j'essaye de différentes manières de solutionner, c'est faire respirer un cube. Un cube, c'est une forme simple, géométrique, mais me dire que cette géométrie simple pourrait commencer à s'animer, à vivre, à respirer, ça c'est quelque chose qui me passionne et qui me fait travailler tous les jours. Donc en gros, c'est ça, les espaces m'intéressent aussi beaucoup, l'architecture m'intéresse beaucoup, et le sol aussi. Dans l'espace, quelque chose qui est très important pour moi, c'est le sol, puisque le sol, c'est le premier support sur lequel tous les corps vont se poser, vont évoluer, vont aimer, se disputer, danser. Et donc, voilà, souvent mes pièces, mes travaux se trouvent au sol pour avoir un lien avec nous, avec nos corps de spectateurs, et d'être sans interruption reliés à nous.
je suis danseuse professionnelle et plasticienne, ce qui veut dire que je partage l'essentiel de mon temps entre être interprète pour la danse et en tant que plasticienne, je travaille différents médiums comme la performance, la sculpture. Pour ce tissage, j'ai souhaité travailler sous la forme d'une sorte d'alphabet syllabaire, c'est-à-dire que pour penser la maquette de ce tissage, puisqu'en fait j'ai travaillé avec les ateliers de création tissage et on a dû, pour cette pièce-là, tout préparer en amont. Comme c'est tissé mécaniquement, je n'ai pas pu intervenir manuellement sur la matière, donc ça a été un travail vraiment de l'ordre de la pensée. Après avoir produit le tissage, un des premiers métiers qui m'a interpellée lors de ma première visite au sein des ateliers, c'est le métier de la visite, puisque c'est le seul métier, ou un des seuls métiers qui ne produit pas de matière. La visite, c'est le contrôle qualité qui arrive à la toute fin de la production. Et donc Nadra, qui est dans la vidéo, qui est visiteuse, en fait, quand on la regarde, a un métier complètement chorégraphique, puisqu'elle elle observe et elle cherche les anomalies de chaque tissage qu'elle ausculte. Elle répertorie ces anomalies sur un papier à côté. Cela permet, dans le cadre de la production, en tout cas, d'arriver à une presque perfection, en tout cas, de la qualité des produits. Mais dans mon cas, ça m'intéressait, puisque Nadra, en fait, je me suis assez rapidement rendu compte, le métier de Nadra avait une analogie très forte avec le métier d'Hélène Courtois, puisque toutes les deux, Hélène Courtois, quand je suis allée la voir dans ses bureaux, elle reçoit des images de galaxies qui ne sont pas traitées, qu'elle va traiter, retraiter pour avoir une image claire. Et ce qu'elle m'expliquait, c'est qu'en fait, il repère des galaxies lorsqu'il repère des anomalies dans l'espace qu'ils observent. Donc en fait, à la fois Hélène, l'astrophysicienne, et Nadra ont un travail de regard, d'observation, de recherche d'anomalies, et à partir de ces anomalies, alors leur métier se crée. Et donc la visite, c'est la vidéo de Nadra qui visite mon tissage, donc qui déjà est un récit justement sur les renversements des représentations du temps, de la physique, de la matière, de la gravité. Les résidences des artistes dans les manufactures sont vraiment, pour nous, une façon de vraiment faire dialoguer des savoir-faire des artisans et les savoir-faire des artistes, qui à la fois ont quelque chose en commun, c'est qu'ils produisent des objets issus vraiment d'un apprentissage, c'est-à-dire que pour faire un objet, il faut évidemment avoir des techniques, des pratiques qui souvent sont très très poussées, et donc c'est ce qui les rejoint. La différence, c'est qu'un artiste exprime sa singularité, sa personnalité en permanence, puisque le propre de l'art, c'est de produire des objets qui vont être singuliers, qui vont être symboliques, sensibles. Alors que l'artisan, et notamment chez Hermès, il fait des objets du quotidien. Et il reproduit des modèles. Et donc, il y a à la fois quelque chose où ils se rejoignent complètement, et il y a à la fois quelque chose de très différent. Et le fait qu'il y ait ce dialogue, qu'il y ait ce travail ensemble, crée des choses formidables, et je pense que autant les artisans que les artistes apprennent beaucoup de cette rencontre. Et le public japonais, je pense, va être très sensible à cet aspect, parce que le Japon est un pays de très grand savoir-faire, et donc je pense qu'il va sentir une proximité avec cette démarche.